comment ça va se passer maintenant le programme. D'ailleurs, j'espère que vous avez bien mangé. C'était bon. Merci. Alors maintenant, il est 8h20. Donc jusqu'à 9h, je donnerai la parole à M. Ramadan pour l'introduction à son nouveau livre qui vient de sortir il y a quelques semaines, qui est Mon intime conviction. De 9h à 9h40, donc écoutez bien, hein, les personnes qui ont les questions, on fera les questions. Et de 9h40, 9h45, on va dire à 10h15, on fera une vente promotionnelle de son dernier livre pour un prix imbattable de 28 francs. Et on procédera à une petite dédicace. Excusez-moi. Donc voilà, je vous laisse la parole tout simplement. Merci. Bien. Merci de cette invitation, de cette introduction. Merci d'être aussi nombreux ce soir. Si vous pouviez simplement, il y a des places qui sont libres au milieu, comme ça, si vous pouvez vous resserrer, comme ça, ceux qui sont assis sur les escaliers peuvent aussi s'asseoir, ce serait une bonne chose. Votre confort est celui de ceux qui sont juste à côté de vous, c'est une bonne chose aussi. Il y en a qui sont sur les escaliers. Merci. Je vais essayer de tenir le temps qui nous est imparti pour vous donner la possibilité d'avoir un temps de questions, parce que je pense que c'est cela aussi qui nous importe. Vous m'entendez bien au fond? Ça va? Bien. D'abord, un grand merci de cette invitation ici ce soir. C'est vrai qu'en fait, depuis que j'ai quitté la Suisse et Genève en particulier, ça fait maintenant 5 ans, il n'y a pas beaucoup d'invitations qui sont faites à venir intervenir dans le cadre soit associatif, soit académique. Et donc, quand celles-ci viennent, j'y réponds assez volontiers parce que c'est bien entendu une ville dans laquelle j'aime revenir et retrouver des visages de, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'anciens élèves et de personnes que j'ai connues ici ou que je connais encore. Ça fait toujours plaisir. L'initiative elle-même de parler de l'Orient et en même temps d'aller plus loin quant à la réflexion sur la relation entre notre responsabilité vis-à-vis de l'Orient, puis finalement aussi notre responsabilité ici dans les sociétés occidentales et en particulier dans la société suisse. Alors nous avons parlé tout à l'heure dans ce qui aurait dû être un débat plus large, mais on a quand même pu aborder la question de la relation avec l'Orient et de ce qu'était la réalité de la fragmentation et des défis de notre engagement. Ce sur quoi je vais me concentrer, c'est effectivement sur la thématique centrale du dernier livre. Et vous expliquer un tout petit peu l'historique, bien entendu pas en faire un résumé, mais simplement les thèses les plus importantes, et ensuite vous laisser la possibilité de poser vos questions et d'aller plus loin dans la réflexion. En fait, l'idée du livre, elle vient, et c'est important que vous compreniez pourquoi ce livre est venu. Un éditeur italien, Einaudi, vient vers moi un jour et il me dit: écoute, Tariq, tes livres là, épais, volumineux, académiques, personne ne les lit. C'est trop compliqué, tu parles à un public qui est un public ciblé, fais-nous quelque chose de simple, 40 000 mots, accessible. Les journalistes n'ont pas le temps, les politiciens sont toujours en train de courir, et les citoyens ordinaires, ça ne les intéresse que partiellement. Et donc il m'avait dit cela. Moi j'avais dit dans un premier temps, j'ai dit non, je ne vais pas faire cela. Et puis après réflexion, en discutant avec des personnes autour de moi, j'ai pris la décision de le faire, effectivement, de faire un texte court, de synthèse, simple quant à la forme, en essayant de ne pas simplifier quant à la substance et au contenu, des thèses fondamentales de ce qu'est la présence et la vision pour l'avenir de ce que sont les occidentaux musulmans, les occidentaux de confession musulmane, les musulmans occidentaux. C'est-à-dire vraiment les thèses fondatrices, que se passe-t-il, comment peut-on aborder cette question. Et donc pour ce faire, il y avait la pensée qui était à présenter. Je n'ai pas choisi le titre qui a été celui qui a été choisi et pour l'édition française et pour l'édition anglaise, qui a un tout autre titre d'ailleurs pour l'édition italienne, qui s'appelle Islam et liberté.
l'écriture du livre, l'éditeur français a dit, mais en fait, il s'agit d'une conviction, d'une intime conviction, et donc a traduit ça, mon intime conviction, quelles sont les thèses que j'aimerais défendre. Et pour moi, c'était aussi une réponse à un certain nombre de personnes qui, depuis aujourd'hui 25 ans, chaque fois que j'interviens, disent, ouf, il dit une chose, il en pense une autre, il y a un double discours. Pour le comprendre, lui, il faut lire Y ou Z, et à un moment donné, c'était une pensée simple, accessible, à lire dans le texte pour tout un chacun. Et donc, le départ était celui-ci. Alors, ce que j'essaye de faire, simplement pour que vous le compreniez, dans les premières pages de l'ouvrage, c'est un tout petit peu un parcours personnel. Qu'est-ce qui a été mon parcours personnel? Né à Genève, éduqué à Genève, ayant fait mon parcours scolaire, et puis également engagé à un moment donné, quand je suis devenu enseignant, assez jeune, dans tout ce qui a été la pédagogie de la solidarité. Et souvent, toute cette période-là, qui a été une période de formation et qui m'a énormément apporté sur ce que c'est que le pluralisme, ce que c'est que la diversité, dans quel sens nous devons être engagés et responsables par rapport à l'autre, par rapport à celui qui est notre semblable en humanité et différent en culture, en religion et en valeurs, parfois, dans ces valeurs qu'il peut se donner ou qu'elle peut se donner, eh bien, comment est-ce qu'on pouvait aborder ça? Et mon engagement au départ comme enseignant, avec des jeunes en secondaire inférieur, c'est-à-dire ici ce qu'on appelle le cycle d'orientation, puis ensuite le collège, connu également comme le lycée pour ceux qui sont de tradition française, eh bien cet engagement-là, à un moment donné, il m'a formé dans tout ce qui va être mon rapport à la question de la diversité, du caractère pluriel. Alors deux choses qui m'ont formé, et ce sont deux histoires que je raconte en permanence parce que, au fond, vous ne pouvez pas toujours comprendre ce que je vais dire sur les thèses fondamentales du rapport aux faits culturels et aux faits religieux si vous ne passez pas par l'expérience personnelle aussi. Et en tant qu'enseignant, deux histoires, deux rencontres m'ont transformé et ont transformé mon rapport à l'autre de l'intérieur. Autant j'avais été nourri dans ma famille de valeurs, de rapport à la religion, du rapport au divin, à la spiritualité, autant tout cela est vrai quand il vous place dans le rapport au transcendant, autant il est vrai aussi dans le rapport à la personne humaine. Il y a des choses qui vous viennent de l'expérience personnelle. Alors la première des expériences, c'est que j'étais un jeune enseignant. J'avais commencé très très jeune et j'avais parcouru pendant quelques années le destin d'un jeune qui n'était pas beaucoup plus jeune que moi. Nous avions en fait 2 ans et demi de différence. Et ce jeune homme, je l'avais accompagné, il s'appelait Thierry, et quand les premières fois qu'il est rentré en classe, il n'enlevait pas sa veste, il me regardait avec un air de défiance, et il m'avait fait comprendre, toi de toute façon, tu es un prof, tu ne comprendras rien. Il m'avait fait comprendre que je ne comprendrais rien, et à un moment donné, il y a eu des signes comme ceci de compréhension, de complicité. J'explique ceci dans un texte que je lui dédie et que j'ai mis dans ce texte-là, parce que s'il y a une chose qui est mon intime conviction, c'est cette expérience-là. Je lui ai dédié un texte qui faisait partie d'une série de textes, c'était « Ils m'ont appris », que mes élèves m'ont appris, non pas ce que je leur ai appris, mais ce qu'ils m'ont donné. Et lui, il m'a donné cette expérience-là. On est partis ensemble au Mali, et à un moment donné, j'avais cru, j'avais compris qu'il s'en sortirait de la drogue, de sa relation à la drogue extrêmement complexe, sa relation à l'affection. C'était un jeune homme à l'affection très compliquée. Et finalement, en 1983, on l'a retrouvé au pied d'un arbre, mort de overdose. Et il y a une chose que je n'oublierai pas, d'abord, quelqu'un qui m'a appris dans la relation interpersonnelle, vous pouvez avoir toutes les valeurs que vous voulez, si vous n'avez pas la valeur de la parole donnée, vous n'êtes pas à la hauteur. Parce que s'il y a une chose qui doit accompagner le processus, c'est si je te donne ma parole, c'est que je te donne mon être, et si mon être n'est pas là et que ma parole reste, c'est que je n'ai pas été dans la cohérence. Et la deuxième des choses qui a été très très importante, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, un élève que j'ai beaucoup aimé dans cette espèce de rébellion qu'il avait contre le système, de rébellion qu'il avait contre nos ordres. Je dis de lui qu'il voulait être aimé hors la loi. Alors, si tu m'aimes comme tu aimes tous les autres, ça veut dire que tu m'aimes pas assez. Et un jour, sa sœur m'appelle et elle me dit « Thierry a frappé maman ». Donc je descends à l'hôpital et pour moi, avec ce que ces valeurs
supérieur de la mère était à l'intérieur des dents. Il avait frappé fort pour une histoire de télévision. Et je me suis retrouvé à l'hôpital et j'allais vraiment me précipiter vers lui. Elle m'arrête. Et elle me dit, je veux juste vous dire une chose. Il faut que vous sachiez que chez nous, la violence était notre langage. On a vu notre père frapper notre mère et il nous frappait nous. On ne connaît que ça. Et à un moment donné, ça a duré 15 secondes. Il est en train de me dire, ce qu'il a fait est inacceptable, mais avant de le juger, comprenez. Et donc tout à coup, ça s'appelle ce qu'on connaît, l'empathie intellectuelle. Vous comprenez qu'on puisse agir ainsi, même si vous ne le justifierez jamais. Et donc comprendre n'est pas justifier. Vous devez comprendre d'où viennent les gens, qu'est-ce qu'ils disent, pourquoi ils agissent comme ça. Ça ne veut pas dire que vous justifiez ce qu'ils font. Justifier le fait de frapper sa maman, ça ne m'arrivera jamais. Mais comprendre à un moment donné que dans le parcours d'une vie, la violence s'exprime avant votre intelligence, que le psychologique s'exprime avant les valeurs, c'est une donnée systématique de la rencontre des cultures et de la rencontre des religions. Si vous n'avez pas compris ça, vous ne comprendrez pas. Que les gens ne se réduisent pas à ce qu'ils croient, mais à la psychologie de ce qu'ils croient, à l'histoire de ce qu'ils sont, d'où ils viennent et où ils vont. Et ça a été ce qu'il m'a donné. Deuxième histoire, qui va vous faire comprendre aussi d'où je viens, c'est qu'à un moment donné, je travaillais pour la pédagogie de la solidarité, on était au cycle d'orientation, et je demande à un Colombien, je dis, écoute, j'aimerais que tu viennes. La Colombie était à feu à sang, la drogue, les meurtres, vous savez quelle était la situation de la Colombie, et ça demeure encore aujourd'hui le cas, avec moins d'intensité, mais toujours autant de mal. Et je le fais venir en cours, et on avait 1h15 pour la pédagogie de la solidarité. Je lui dis, tu parles des problèmes des Colombiens. Et lui, il arrive en classe, et il arrive avec un cassettophone. Et il commence son exposé pendant 25 minutes. Il explique aux jeunes la culture colombienne, comment on s'habille en Colombie. Et tout à coup, il se dit, écoutez cette musique, et voilà comment on danse en Colombie. Et moi, je le regarde et je dis, il n'a rien compris. Il n'a rien compris à ce que je voulais. Je n'étais pas en train de lui demander de faire des pas de danse, et comment la louve rencontre. C'est pas ça. Et à un moment donné, il s'arrête net. Et dit, écoutez, je suis venu ici pour que vous compreniez une chose, c'est qu'avant d'avoir des problèmes, nous les Colombiens, nous sommes un peuple. Nous avons une culture, nous avons une tradition, et nous avons une dignité. Nous savons danser et rire. Ne me réduisez pas aux problèmes que vous voyez en moi. En 30 secondes, il a changé mon rapport à la solidarité. Vous n'avez pas le droit de regarder l'autre dans les problèmes que vous voyez, alors qu'il est plus que les problèmes que vous percevez. Et à un moment donné, nous traduisons souvent dans notre solidarité au Sud l'aide que nous voulons leur donner. Tu es par l'aide que je te dois. Lui, il a raison de vous dire, je suis bien plus que l'aide que tu m'offres. Et ça aussi, c'est important. Parce que ça, c'est une démarche qui est celle de la démarche de l'écoute des peuples, où les peuples sont. Et ça, dans mon parcours, a été déterminant, parce que j'ai changé complètement la pédagogie de la solidarité, en disant que c'était pas ça, il fallait vraiment partir de la rencontre. D'ailleurs, dans le voyage qu'on a fait ensuite en Inde, on est rentré en relation avec des cultures, avec des dimensions, des perceptions du monde, beaucoup plus que simplement on va aller aider, ou alors on va être solidaire, on va réduire l'autre aux problèmes qu'on lui construit au-delà de ce qu'il est. Ces deux histoires-là, elles vous font comprendre beaucoup de choses qui vont venir dans le discours que je vais tenir maintenant, sur un certain nombre d'éléments qui ont été effectivement pour moi majeurs dans le fait aujourd'hui de vivre dans une société plurielle. Et de pouvoir dire qu'en Occident aujourd'hui, que dans la réalité de notre société aujourd'hui, que ce soit aux États-Unis, au Canada, et dans toutes les sociétés européennes et dans la Suisse, nous vivons aujourd'hui une situation qui est complètement nouvelle. Qu'on le veuille ou non, la Suisse, ou la France, ou la Grande-Bretagne, ou l'Europe, ou le Canada, ou les États-Unis, qui pouvaient être constitués hier, qui n'a jamais vraiment été le cas, mais l'impression était telle, de blancs, de la classe moyenne, qui constituait une homogénéité culturelle et religieuse, ce temps est fini. L'Europe d'aujourd'hui, elle est aussi colorée que l'est la salle devant vous, ou à côté de vous. Voilà, c'est ça l'Europe d'aujourd'hui, et c'est ça l'Occident d'aujourd'hui, c'est ça la Suisse d'aujourd'hui. Et qu'à partir de ce moment-là, quand on va devoir gérer cette diversité-là, il ne suffit pas d'avoir des bons sentiments, de s'asseoir sur un banc d'université en disant « moi,
je suis ouvert à tout le monde, je ne suis pas un raciste, et j'ai dépassé toutes ces catégories-là. Le racisme, il n'est pas sur ce banc-là, il est dans la vie quotidienne, il est dans la capacité de regarder en face nos craintes, de regarder en face une chose qui est en train de se produire aujourd'hui. Nos sociétés, en Occident, sont en train de faire face à la chose qui peut les miner à tel point qu'elle peut remettre en cause leurs traditions, les plus ancrées. Et c'est la réalité de la peur et de la méfiance. La peur quant à soi, parce qu'on ne sait plus très bien qui on est, et ça n'a rien à voir avec les musulmans, ça n'a rien à voir avec uniquement le fait religieux, c'est beaucoup plus profond que ça. Nous vivons dans un monde global. Les anciennes catégories de l'État-nation, on était Suisse, on était chez nous, c'est fini ça maintenant. Tout ce qui peut avoir une influence économique ou politique va avoir une influence. Nous ne sommes plus à l'abri des réalités internationales et à plus forte raison. La globalisation au niveau économique, ça commence aux États-Unis, nous y sommes directement impliqués. La réalité de la globalisation des communications, la globalisation de la culture. La globalisation de la culture qui est une réalité. Aujourd'hui, les anciens repères sont perdus et quand vos anciens repères sont perdus, les peurs naissent. Qu'est-ce que je vais devenir dans un monde qui ne me donne pas les repères d'hier? Ça, c'est une première chose. Deuxième des choses, les migrations ne vont pas cesser. Ce qu'il faut savoir, contrairement à ce que vous dites l'UDC ici, c'est que la survie de la Suisse, comme la survie de l'Europe, elle ne se fera pas sans immigration. Les populations européennes, et ça ce sont des chiffres, ce sont des statistiques, l'Union européenne nous le dit, la population européenne vieillit, et donc on a besoin de gens qui viennent travailler. Et comme on a besoin de gens qui viennent travailler, par la force des choses on le sait, contrairement à ce que nous avons pensé un temps, ils ne viendront pas de l'Europe de l'Est, ils viendront aussi du Sud. Et donc, qui dit Sud dit autre culture et autre religion. Et tout à coup, nous vivons une tension terrible en Europe, entre un besoin économique et une résistance culturelle. La résistance de la différence, parce que ça fait peur, et en même temps, le besoin économique de la survie, parce qu'on ne s'en sortira pas de cette façon-là. Ou sans cette immigration. Tous ces facteurs-là, ajoutés à cela l'insécurité, ajoutés à cela la réalité de la nouvelle visibilité des nouvelles générations. Et ça, c'est un choc psychologique. Hier, les parents des premiers migrants, ce qu'on appelle les primo-migrants en sociologie, n'étaient pas visibles. Ils étaient géographiquement et socialement ghettoisés, dans des ghettos, on ne les voyait pas. Les parents travaillaient, ils travaillaient dans nos usines, et puis ils pensaient qu'ils allaient repartir. Et puis tout à coup, ils ne partent pas. Mais ce qui est le plus important, c'est que leurs enfants, et contrairement à ce qu'on dit, ce n'est pas simplement la deuxième génération. Vous savez que dans certains pays, en Angleterre et en France, on est à la 5e génération. On continue à dire la deuxième génération. On continue à dire les Français d'origine immigrée, les Britanniques d'origine immigrée, les Suisses d'origine immigrée. Je veux dire, moi j'ai vécu 42 ans dans ce pays, 43 ans dans ce pays, il y en a encore qui disent « Ah ben, il faut t'intégrer ». C'est peut-être ta tête qui ne m'a pas intégré. C'est sans doute sa tête, et c'est sans doute sa psychologie. Mais la réalité, c'est qu'elle est dans cette apparition de cette nouvelle visibilité. La nouvelle visibilité, elle fait peur. Elle fait peur parce que ces jeunes qui tout à coup parlent français, parlent l'allemand, parlent l'anglais, comme les autres, qui obéissent aux mêmes lois, qui deviennent des citoyens du pays, ben, ils n'ont pas la même mémoire, ils n'ont pas la même sensibilité, ils n'ont même pas le même rapport au spirituel. Et à un moment donné, vous apercevez, même pendant le mois du Ramadan, vous pouvez pendant toute l'année voir des gens qui ne prient pas 5 fois par jour, mais pendant le mois du Ramadan, on a un taux de pratique du mois du Ramadan qui est devenu une fête culturelle et familiale qui passe de pratiquement 15 à 20% en termes de pratique de la prière à 80% dans la pratique du jeûne. Et donc ça interpelle. Qui sont ces gens? Et en plus, ils disent qu'ils sont français, qu'ils sont suisses, qu'ils sont chez eux. Ah, ça fait peur. Premier principe, c'est qu'on a cette évolution-là. Maintenant, vous allez dans des sociétés, dans les communautés majoritaires, dans les communautés